une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Maud Le Floch, bonjour. Bonjour. Alors Maud, tu es directrice générale du Polo. On va peut-être commencer par le début. Qu'est-ce que c'est que le Polo ? Alors le Polo, c'est un pôle art et urbanisme. C'est une structure que j'ai créée il y a 15 ans maintenant, qui part d'une réflexion que je porte depuis ma formation en aménagement du territoire, sur le fait de pouvoir introduire dans le champ de l'aménagement, de l'ingénierie territoriale et de l'urbanisme d'autres talents, d'autres compétences, des compétences qui sont liées au monde de la création artistique, à la création artistique hors les murs, à des intelligences tactiques, des gens qui travaillent la ville, des thématiques urbaines avec d'autres façons de faire, d'autres grilles de lecture, avec des repérages sensibles, avec des approches non conventionnelles, avec beaucoup de trucs, astuces, de registres parfois voyants, voyeurs, voyous, VVV, qui permettent de poser des questions et des sujets de façon différente et qui peut-être permettent d'y apporter aussi des réponses crantées dans le temps. Alors ça fait beaucoup de choses. On entend en tout cas culture, art, urbanisme, voire urbanisme culturel. C'est aussi le Polo une géographie, une implantation. Alors des touches sans doute partout en France, entre autres. Mais aussi une localisation du lieu, un lieu. Oui, alors le Polo a sa base à Saint-Pierre-des-Corps, donc à côté de Tours, donc dans un lieu qui s'appelle le Point Haut, qui a été réhabilité par Chloé Baudard, Patrick Bouchin, Loïc Julienne, donc un entrepôt qui s'est reconverti en lieu de création urbaine et sur lequel on accueille des équipes en résidence, des équipes de conception, de créateurs, des paysagistes, des artistes, des réalisateurs, des auteurs. Donc un lieu, un incubateur, comme dirait l'autre. Et puis un endroit duquel on part essaimer, travailler avec les territoires, avec des maîtrises d'ouvrages diverses et variées, sur des questions de reconversion de friches, sur des questions de requalification de centres-bourgs, sur des questions diverses et variées de l'aménagement du territoire, avec le monde de la création et avec le monde de la conception, pas de côté. Bon, je crois qu'on a compris qu'on est aussi dans le champ de l'expérimentation, où on essaye au Polo. Alors pour rester sur le territoire, Tours, Saint-Pierre-des-Corps, c'est la Loire évidemment. Avec la clôture récente du premier épisode d'un événement dont j'avais envie
de parler d'un événement, une démarche, une nouveauté en tout cas, qui est le Parlement de Loire. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, cette initiative ? Alors le Parlement de Loire est né dans mon esprit en 2018, inspiré par la démarche qu'a porté Bruno Latour, le Parlement des choses au moment de la COP 21, donc qui mettait en situation des espaces de dialogue entre humains et non humains voulant dire les végétaux, les minéraux, les animaux, qui pourraient rentrer en négociation ou en dialogue avec les humains sur des sujets qui les concernent. Donc première inspiration. Deuxième inspiration, 2017 toujours, le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande obtient une reconnaissance de personnalité juridique. Et donc là, ça crée ça ébouriffe le monde du droit, du droit international en disant waouh, un fleuve qui devient sujet de droit, qui peut intenter des actions en justice, qui peut demander réparation, qui peut demander dommages-intérêts, qui peut siéger dans une instance. Donc effectivement, ça crée une nouvelle hypothèse de travail pour considérer les entités naturelles, les entités qui constituent un milieu, et de peut-être les associer, de mieux les associer, ou en tout cas de trouver des outils de représentation de ces entités. Donc voilà les inspirations. Et en 2019, année de célébration de la Renaissance en région Centre, de la mort de Léonard de Vinci, au Polo, nous créons un programme qui s'est appelé Génie, artiste-ingénieur, associant donc le monde de la création et le monde de l'ingénierie, notamment sur le sujet du fleuve. Et c'est ainsi que sort le Parlement de Loire. Je vais demander à Camille de Toledo, qui est écrivain, juriste, de venir nous aider à travailler ce Parlement de Loire. Et Camille me demande, mais qu'est-ce que le Parlement de Loire ? Je lui dis, écoute Camille, je ne sais pas encore ce qu'est le Parlement de Loire. C'est à travailler à partir de ces inspirations. Toi-même, tu es très, très habité par ces sujets-là. Donc, est-ce que tu veux bien venir nous aider ? Donc on part d'une certitude, c'est ce besoin de dialogue entre humains et non humains, et que quelque part on manque d'interlocuteurs, et peut-être faut-il prendre les choses, les non humains, comme des interlocuteurs dignes de confiance, et peut-être dignes de droit, et en tout cas pratiquement doués de parole. Et donc là l'idée c'est de s'adresser non pas à la Loire mais à Loire. Oui, et pourquoi Loire ? Pourquoi à Tours ? Parce que Loire à Tours, c'est un grand paysage de l'alerte. 2018-2019, les épisodes de stress hydrique, de grandes sécheresses, on traversait presque la Loire à pied. Dans le grand visuel, on a la biodiversité menacée, on a la pollution, on a les cyanobactéries, on a la baisse d'alimentation en eau, l'étiage bas, etc. Et donc cette idée de créer une hypothèse de dialogue entre humains et non humains, c'est évidemment pour élargir, pour faire basculer les esprits, les cerveaux, et pour accompagner aussi des hypothèses d'élargir les cercles de ces espaces institués à d'autres qu'humains, et pourquoi pas à d'autres humains. Déjà, le comité de bassin Loire-Bretagne aujourd'hui cherche à élargir ses cercles qui sont constitués plus souvent
personnalités autorisées, d'expertise technique, de lobbying, de professionnels. Et donc, comment ouvrir à d'autres voies. Donc peut-être qu'en passant aussi par le chemin d'autres qu'humains, la porte sera plus ouverte à d'autres humains. Donc la Loire est là sans arrêt dans ce territoire, dans le paysage, dans les risques connus, le risque inondation, les risques d'aujourd'hui et de demain qui s'intensifient avec le bouleversement climatique. Et pour autant, la Loire n'est pas autour de la table. Donc il y a cette idée d'engager la conversation avec une forme de fiction, en inventant un personnage. Pourtant, le personnage, il est là, il est massif, on l'a en face de nous. Il est présent, il n'est pas doué de parole. Donc c'est bien d'en passer par une fiction peut-être juridique, mais aussi comment ça se passe en fait concrètement. Comment est-ce que démarre ce dialogue en fait? Ouais, donc merci de rappeler que c'est donc une fiction institutionnelle. Ça passe par, on dirait qu'on ferait un Parlement de Loire. On dirait qu'on travaillerait avec un auteur cette hypothèse. Camille de Toledo, remarquable chef d'orchestre, nous demande de constituer une commission. On constitue une commission et on mène une enquête parlementaire. Donc qui on va aller auditionner? Donc dans cette commission, la mission Val-de-Loire, l'école du paysage de Blois, une représentante du COAL, un représentant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Pascal Ferren qui est philosophe, bref. Et donc cette commission dit on va auditionner Bruno Latour pour commencer, qui a eu cette idée du Parlement des choses, une historienne Frédérica Iltoiti, une juriste internationaliste Valérie Cabanès qui travaille beaucoup ces sujets de droit de la nature, une écologue Catherine Boineau, Sacha Bourgeois-Gironde qui est économiste spécialiste de sciences cognitives qui a lui-même étudié comment les Maoris, la tribu Maori en Nouvelle-Zélande avait fait en sorte d'obtenir que le fleuve ait une personnalité, une reconnaissance de personnalité juridique. Donc ce sont ces auditions, ces 12 auditions qui ont été travaillées patiemment, de façon très méticuleuse, une approche de recherche-action, de recherche-création en quelque sorte. Et donc ces auditions donnent lieu par ailleurs à un rapport, le rapport des auditions du Parlement de Loire, qui est sous le titre « Le fleuve qui voulait écrire », qui est mis en récit par Camille de Toledo, avec un appareil critique réalisé par Notre Affaire à tous. C'est là où on apprend que en Nouvelle-Zélande, c'est par la Constitution qu'il y a eu une reconnaissance de personnalité morale, qu'en Colombie, aux États-Unis, au Canada, c'est parfois de simples décisions de justice qui ont permis de faire accéder à des droits. Et donc, comme on le voit dans ces auditions, on cherche collectivement. Faut-il aller vers une déclaration des droits de Loire? Faut-il demander est-ce que Loire ait une personnalité morale, siège dans les instances? Est-ce que c'est pas déconnant? Est-ce que ce n'est pas renforcer un système qu'on essaye de dénoncer collectivement à travers cette démarche? Donc à chaque fois une approche très réflexive, très auto-réflexive et d'avancer de façon décadrée. Et vraiment, je pense que c'est une des clés, cette notion de décadrage. Alors ici, à Nantes, on ne dit pas de côté, mais décadrage veut dire aussi sortir du cadre, décentrer, changer le prisme, le point de vue, la perspective, travailler plus sur la vision écocentrée qu'anthropocentrée. Alors là, il y en a plusieurs en fait des décadrages. Et le rapport, alors qui a tout sauf la tête d'un rapport, qui est un très bel ouvrage, qui en plus se lit particulièrement bien. On n'est pas sur des comptes rendus, on est vraiment sur un récit passionnant. Enfin, je pense que c'était pas une évidence et c'est un gros bouquin, donc ça vaut vraiment le coup de se plonger dedans avec cette double entrée. À la fois la question
de la personnalité juridique et qu'est-ce que ça implique, à la fois en termes de droit pour le fleuve, une fois qu'on lui a reconnu sa personnalité, mais aussi des discussions sur les devoirs à ce moment-là du fleuve. Et s'il a une personnalité juridique, est-ce qu'on va pouvoir porter plainte contre le fleuve en cas d'inondation, etc., etc. Enfin bref, toute une discussion autour de ça, autour aussi de l'effet sur les institutions, à partir du moment où on reconnaît cette personnalité juridique-là, quelles sont les institutions autour, est-ce que le Parlement est une assemblée, est-ce qu'il y a besoin d'ambassadeurs, qui prend parole pour le Loir, pour Loire, etc., etc. Mais il y a aussi de façon sous-jacente dans la démarche un autre décentrement qui est quelque part de regarder le territoire depuis le fleuve, de changer de point de vue, et toujours par cette fiction, mais pas nécessairement juridique par ailleurs, cette fiction, ce « et si ». Et si on regardait notre territoire par le fleuve, qu'est-ce que ça donne? Et tout de suite, on change de point de vue, ne serait-ce que parce que rien que le fait de dire territoire qui ne veut rien dire, vu du fleuve, c'est nécessairement beaucoup plus vaste que nos institutions. C'est sans doute le fleuve, mais quid de ses affluents? Est-ce qu'on est en train de parler du bassin versant? Est-ce que l'estuaire en fait partie? Est-ce que finalement les habitants du fleuve, les silures notamment, qui vont traverser l'Atlantique pour se reproduire, font aussi une extension du territoire? Enfin bref, plein de questions sur ce qui fait territoire, mais surtout comment est-ce qu'on le voit et on intervient. Qu'est-ce que tu retires toi dans ton travail finalement aussi sur l'urbanisme au travers de ces outils de la culture? Qu'est-ce que tu retires de cette première saison peut-être, en tout cas de cette première étape du Parlement de Loire là-dessus? Déjà, c'est ce temps de recherche-création collectif nous a collectivement fait monter en connaissance, voire en compétence. Et donc ça, c'est un cadeau que Loire nous fait. De travailler sur une sorte, on s'est presque fait une université ligérienne à notre façon, une micro-convention ligérienne où on a appris du droit, on a appris de l'anthropologie, on a appris de l'économie, de la science cognitive, on a appris déjà. Tout ça en partant de cette fiction que tu rappelais, qui est de dire et si? Et si Loire était une personne, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Ou qu'est-ce qu'il nous dirait d'ailleurs? Et si on se mettait à l'écoute des voix qui constituent le milieu Loire? Et comment on pourrait se mettre à l'écoute? Est-ce qu'il faut écouter le grain de sable? Est-ce qu'il faut écouter la grenouille, la jussie? Est-ce qu'il faut écouter le silure, la masse d'eau? Ou faut-il prêter oreille aux interdépendances, ce qui n'est pas du tout la même chose, aux relations, aux entremêlements, aux entrelacements, donc tout le tissu relationnel d'un milieu et dont nous faisons partie, ce qui est complètement différent. Est-ce que aussi des enseignements portés par ces auditions, de comprendre que il n'est pas question d'exploiter ou de gérer la ressource qu'est Loire. Enfin, même cette terminologie-là, elle ne marche plus. On ne gère pas la ressource, on négocie avec les entités qui constituent le milieu. Déjà, dire ah ouais, ok, donc changement de lunettes, changement d'approche, tu descends ton cheval. Tu arrêtes de penser belvédère, mais tu penses peut-être aussi milieu, attachement, attention, considération, et donc d'avoir du réflexe aussi dans l'agir. Et c'est là où on arrive à l'ingénierie territoriale et au retournement dont on parle. Donc on apprend en participant, mais on apprend aussi à penser cette relation aux choses, à repenser cette relation aux choses au travers de cet apprentissage-là. Mais tu as amorcé la question de l'ingénierie, c'est-à-dire en quoi est-ce que cette démarche est de façon assez finalement assez pragmatique et concrète, en quoi est-ce que cette démarche
cette hypothèse change les esprits, mais elle peut aussi changer les méthodes de travail sur la prospective d'un territoire, un bout de quartier, un rapport à l'eau, un rapport au risque. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu en tires comme perspective? Donc déjà, de se mettre les uns les autres à chercher, à comprendre, à apprendre, et donc de créer ce dispositif de co-apprentissage. Déjà, c'est de l'apprentissage théorique, intellectuel, conceptuel, mais aussi ultra pratique. On est allé se baigner en Loire, on est allé se mettre à l'écoute du fleuve avec un audio naturaliste, on est allé dormir, bivouaquer sur une île de Loire, chacun sur une île, pour essayer de se mettre en contact avec l'autre cumin le plus proche. On s'est mis à l'écoute d'un affluent complètement pollué, donc avec un botaniste, un pédologue qui nous avait mangé la terre, etc. Donc c'est des systèmes d'écoute qui ne sont pas que des auditions. C'est pas une série de conférences en salon. Ouais. Il y a des conférences en salon, il y a autre chose. Et je pense que c'est cette démarche Parlement de Loire, y compris dans ses assemblées, dans les événements qui ont restitué ce rapport d'audition, ont visé justement le mélange des savoirs pratiques, les savoirs sachants, les savoirs sensibles, donc avec autant une tyrolienne qui permet d'accéder à un duy, une fausse île de Loire, de comprendre que c'est une fausse île, un funambule qui nous fait une lecture paysage de l'Anthropocène, qui nous raconte l'autoroute, la Loire, la pollution de l'air, la qualité de l'eau, les vigicrues, etc. Donc des choses comme un périscope. Qui sont d'aller faire une sieste sur une bretelle d'échangeur d'autoroute parce que la circulation a été coupée. Donc, parce qu'on s'est retrouvé à ce moment des assemblées à raconter un Parlement de Loire qui pourrait agir au-delà de Loire, c'est-à-dire qu'il vient nous raconter l'alerte, ce Parlement de l'alerte, donc tout ça en contact géographique avec le fleuve, avec la Loire, mais la capacité et la propriété d'un outil comme celui-ci, il est peut-être plus une méthode qu'une démarche ou qu'un projet ou qu'un lieu. Aucune institution. Aucune institution. Donc c'est là où le décentrement continue à agir. C'est que quand on dit Parlement de Loire, on dit bah oui, mais donc quelles lois vont sortir du Parlement de Loire? Tu dis non, ce ne sont pas forcément des lois. Déjà, il y a des enquêtes. Des enquêtes parlementaires. Faut-il déclarer une personnalité juridique au fleuve? On y travaille et c'est un travail que vous devez faire aussi et collectivement, et ça peut durer 15 ans, cette quête-là, mais le principal, c'est qu'elle puisse être partagée, collective, et avec si chacun y apporte sa pierre, et sa pierre d'enjeux concrets, d'objets concrets, de notions à travailler. Si on peut créer un espace d'entremêlement et d'entrelacement qui soit un espace de dialogue, pas de côté, c'est-à-dire qui joue, et c'est un jeu sérieux tout ça, et dans lequel on sorte des rapports de force, des champs de bataille institutionnels classiques, déjà c'est une belle approche. Et donc c'est là où aussi on veut en venir. Donc certains sont plus attachés à effectivement aller vers une déclaration des droits du fleuve et à obtenir reconnaissance de personnalité morale. D'autres sont plus attachés à faire bouger les lignes de méthodo, de l'ingénierie classique, de la façon dont on aménage les territoires, dont on les ménage peu, et que ce type d'outil, parce qu'il part d'une fiction institutionnelle, vraiment j'insiste, cette hypothèse n'est pas que hors sol, elle permet
de porter plus loin le regard. Elle permet de penser des choses de façon autorisée. C'est un espace libre d'autorisation. Et ça permet de jouer collectivement. Alors c'est une fiction qui pose des questions, on l'a dit, en termes de plus général, en termes de personnalité juridique, des choses, pour leur donner des droits, en termes de rapport institutionnel, de création d'institutions, ou en tout cas de changement de rapport, et sortir de la gestion de la nature et rentrer sur une forme de négociation et de dialogue avec elle ou des éléments de nature. Mais c'est aussi une fiction qui permet de voir le monde et finalement l'anthropocène de façon plus incarnée, au-delà du savoir aussi, de rentrer dans un contact plus qu'un dialogue objectif ou rationnel. Cette premier épisode, cette première séquence, elle est nécessairement située en Loire, mais aussi dans partie d'un territoire qui est vaste et immense. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste sur place ? Qu'est-ce qui essaime ? Qu'est-ce qui pourrait essaimer demain ? À la fois de ce dialogue dans le bassin versant ou dans le fil de Loire, mais aussi des transpositions dans d'autres territoires. Saison 1 s'achève, saison 2 s'ouvre, et avec le fait de constituer des assemblées locales, qui peuvent être ultra locales, qui peuvent être des assemblées thématiques, qui toujours utilisent le bâton de relais pour poursuivre la fiction, l'épaissir, l'étoffer, etc. Et de travailler qui sur une assemblée du Val, qui sur une assemblée des châteaux du côté de Blois, qui sur une assemblée du Cher, qui sur une assemblée Loire-Forêt, qui, pourquoi pas, sur une assemblée de l'Estuaire, etc. Et effectivement, c'est à l'échelle du bassin versant, et je crois que ça aussi, c'est une vision qui est éloignée de nos consciences populaires. On pense Loire linéaire, Montgerbier-des-Joncs, estuaire. On pense très peu Loire bassin versant, 1/5, presque un quart du territoire national. Et penser hydrosystème, donc penser interconnexion, interrelation, interdépendance, etc. Et c'est aussi une rupture par rapport au périmètre institutionnel, aux échelles de dialogue traditionnelles, etc. Finalement, on repart de la géographie du concret, mais du vivant, en fait, surtout. Oui, on est très proche de ces approches biorégions qui permettent de considérer des échelles à travers des systèmes, des écosystèmes, des hydrosystèmes en l'occurrence. Et donc cette hypothèse aujourd'hui nous amène à proposer poursuivre les travaux. Alors des travaux à la façon de l'art, à la façon des techniques, de l'ingénierie, à la façon du droit, à la façon de la géographie, donc toute discipline autorisée. Aujourd'hui, il y a des réalisateurs de documentaires qui viennent travailler en lien avec une expédition scientifique, Nat Explorer, qui travaille sur l'ADN environnemental, sur prélever dans le fleuve de l'ADN pour mesurer la présence de populations végétales, animales, mais aussi des bactériologiques, qui sont des indices de pollution. Et donc, voire de le faire monter en programme de sciences participatives. Donc, ce projet d'expédition scientifique accompagné par un réalisateur de documentaire, un programme de sciences participatives, puis un deuxième documentaire sur la question de la baignade en Loire, qui fait aussi l'objet d'une recherche par l'agence d'urbanisme qui
a sollicité le Parlement de Loire pour que le Parlement de Loire soit le commanditaire d'une étude sur la baignade en Loire. Tout cela crée effectivement une série de fils d'actions qui vont se tisser les uns aux autres et en tout cas qui sont les signaux faibles de désir de décentrement, de désir de retournement et de bascule méthodo en l'occurrence. Alors décentrement, on l'a dit aussi décloisonnement territorial, disciplinaire aussi, on l'a peut-être pas assez dit, mais le bouquin, le rapport en témoigne très largement, enfin on parle de tout en parlant de la Loire en fait. Ouais. C'est une entrée, sur le monde. Alors on parle à Loire, on lui adresse la parole dans beaucoup de territoires. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que tout ça émerge, tout ça essaime, tout ça passe à l'échelle? Alors, je ne sais pas. Il y a quelques pistes, hypothèses, et je pense que ce qui est en train d'arriver dans le fait de peut-être monter sur un certain nombre de réalités et notamment d'être en contact avec les instances en charge, c'est qu'elles puissent adhérer à cette démarche. Donc je pense à l'établissement public Loire, au plan Loire Grandeur Nature, à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Je pense à ces outils qui sont des outils qui ont en charge les continuités écologiques, la qualité de l'eau, le risque d'inondation, les aménagements de berges, etc. Et donc de travailler avec ces instances et sans doute avancer sur des objets de recherche et développement, de recherche-création, de bien conserver cette hypothèse fictionnelle pour qu'elle puisse aussi, à l'échelle de l'institution, être travaillée. Une hypothèse fictionnelle, on le voit, qui est plus que créative, enfin, en tout cas qui fait émerger du dialogue, et pas que avec le fleuve, aussi entre les humains, entre eux, et c'est évidemment un bel alibi pour se rencontrer dans d'autres cercles ou pour ouvrir les cercles existants. On ne manquera pas de suivre évidemment les suites de la démarche. Il y a un rapport, il y a un rapport qui vaut le coup d'être lu, ce qui n'est pas le cas de tous les rapports. Le fleuve qui voulait écrire. Voilà, donc on mettra les références en commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres pistes, d'autres fils à suivre pour celles et ceux qui seraient intéressés? Est-ce qu'il y a d'autres dates, d'autres moments, d'autres instants, d'autres rendez-vous à donner? Oui, alors il y a une rencontre avec l'agence de l'eau donc à Blois et le comité de bassin plus précisément. Le comité de bassin, 190 représentants à Blois le 7 juillet. Pas sûr que ce soit public, mais pour information. Il y a les rendez-vous avec Nat Explorer en juillet également. Et parce qu'ils descendent, donc ils ont descendu la Loire, ils arrivent à l'estuaire et donc vous pourrez aller sur le site du Polo ou sur le site de Nat Explorer pour suivre leur périple. Les films qui arrivent en septembre, des rendez-vous sur Blois, des rendez-vous autour du Parlement de Loire, du risque inondation, des questions de l'aménagement des berges également, du point de vue du fleuve, donc un travail très concret, très physique avec riverains, habitants, élus et artistes, la collective BIM en l'occurrence. Et il y a des choses une résidence sur l'alimentation en zone d'expansion des crues, dans le Blésois également. Sur Nantes, on est en train
de travailler à un tissage sur différents objets, des différentes notions, sur la question d'estuaires évidemment, qui sont travaillés depuis très longtemps et qui peuvent aussi être des sujets ou des objets traités à la façon du Parlement de Loire, dont je rappelle méthodologiquement fiction, audition, résidence art sciences et expérimentation. Et je pense que c'est le chemin aussi de l'enthousiasme et qui peut nous donner collectivement du courage. En tout cas, je comprends qu'on n'a pas fini d'expérimenter dans la méthode, les lieux et les acteurs. Maud Le Floch, merci beaucoup. Et puis à bientôt. On va évidemment suivre tout ça. Et puis le point de contact pour suivre tout ça, c'est évidemment le polo. Merci beaucoup. Merci.